Cette présentation rend compte d'un travail en cours dans le cadre du PCM2, portant sur la mise en œuvre de jardins potagers scolaires envisagés non comme de simples dispositifs pédagogiques, mais comme des communs éducatifs. À partir des micro-recherches-actions conduites par Mme Nassingbe et M. Yelike, il s'agit de dégager des repères pour agir, fondés sur l'analyse des situations réelles et des dynamiques collectives observées. Voici donc l'énoncé de la problématique. Comment transformer un jardin scolaire en commun éducatif? La question centrale qui guide ces travaux est la suivante. Dans quelles conditions un jardin scolaire peut-il devenir autre chose qu'une activité ponctuelle pour constituer une ressource collective durable portée par une communauté éducative? Cette problématique s'inscrit dans une réflexion plus large sur les communs scolaires comme processus d'institution et non comme objet préconstruit. Les résultats présentés ici ne relèvent pas d'un modèle stabilisé, mais d'un ensemble de repères provisoires construits à partir des traces des recherches d'action. Il s'agit d'une approche inductive, attentive aux dynamiques situées, qui vise à comprendre ce qui se joue concrètement dans les écoles, plutôt qu'à imposer un cadre normatif. Cette posture est essentielle pour respecter la complexité des contextes et soutenir une réflexivité professionnelle. Le premier enseignement majeur est que la réussite d'un jardin scolaire ne repose sur sa planification technique, mais sur la construction d'un problème partagé. Dans les situations observées, le point de départ est souvent une difficulté diffuse, comme par exemple, comment renforcer la formation de l'élève en tant que citoyen? Comment mobiliser la communauté scolaire et rapprocher l'école des familles, etc. Dans un premier temps, ces préoccupations coexistent sans véritable articulation. Les enseignants peuvent, par exemple, observer des comportements d'élèves jugés peu conformes aux attentes scolaires ou sociales, tels que le manque de respect des règles collectives ou un faible engagement dans les activités communes, tandis que les directeurs d'école soulignent des difficultés de participation des parents aux réunions ou aux activités scolaires. Les parents eux-mêmes peuvent exprimer une certaine distance vis-à-vis de l'école, liées à des contraintes économiques, sociales ou symboliques. À ce stade, chacun perçoit une partie du problème, mais il n'existe pas encore de représentation partagée permettant d'en faire un levier d'action collective. Ce n'est qu'à travers un travail de mise en discussion que cette difficulté devient un objet collectif. Le jardin émerge alors comme une réponse construite et non comme une solution préétablie. Il s'agit d'un déplacement fondamental, passer d'une logique d'activité à une logique d'institution. C'est dans ce mouvement de reformulation que le jardin scolaire peut émerger, non pas comme une solution plaquée, mais comme une réponse progressivement construite. En effet, les acteurs peuvent identifier que la mise en place d'un jardin potager constitue un support concret permettant de travailler simultanément plusieurs dimensions du problème. D'un point de vue éducatif, le jardin devient un espace d'apprentissage de la responsabilité, de la coopération et du respect de règles partagées. Les élèves y expérimentent des formes d'engagement concrètes. S'occuper d'une parcelle, respecter un calendrier d'arrosage, partager les tâches. D'un point de vue social, le jardin peut devenir un lieu de rencontre entre l'école et les familles, notamment lorsque celles-ci sont sollicitées pour apporter des savoir-faire agricoles, participer à certaines activités ou contribuer à la gestion des récoltes. Enfin, ce processus produit un effet de transformation des positions des acteurs. Là où les enseignants pouvaient initialement se percevoir comme seuls responsables de la formation des élèves, ils commencent à envisager une responsabilité partagée avec les familles. Là où les parents pouvaient se sentir extérieurs à l'école, ils trouvent des modalités concrètes d'implication. Et les élèves eux-mêmes passent d'un statut d'exécutant à celui de participant actif à une activité collective ayant du sens. Ainsi, l'exemple du jardin scolaire illustre de manière particulièrement éclairante ce déplacement fondamental. Ce n'est pas l'activité qui fonde le commun, mais le travail préalable de construction d'un problème partagé, à partir duquel une ressource collective
peut émerger et se stabiliser progressivement. Le jardin scolaire ne peut être réduit à un espace de culture. Il constitue une ressource multidimensionnelle, pédagogique, économique, sociale et organisationnelle. Mais surtout, il devient progressivement une ressource institutionnelle, c'est-à-dire la capacité du collectif impliqué à s'organiser, décider et faire durer l'activité. Ce déplacement est décisif, car il fait du collectif lui-même la principale ressource. Les observations mettent en évidence un écart entre la communauté convoquée et la communauté réellement engagée. La participation formelle ne suffit pas. Il est nécessaire de transformer cette participation en rôle concret, distribué et situé. Cela suppose de définir des responsabilités précises, adaptées aux contraintes des acteurs et évolutives dans le temps. La communauté se construit dans l'action et non dans la seule délibération. Dans les situations observées, la constitution d'une communauté éducative autour du jardin scolaire relève d'abord d'un acte de convocation institutionnelle. Sont invités à participer les enseignants, les élèves, les parents, parfois les autorités locales ou des acteurs communautaires. Cette communauté existe donc, dans un premier temps, comme un collectif de parole. Elle se réunit, discute, valide des intentions. Cependant, cette participation reste souvent formelle. Elle ne garantit ni l'engagement effectif dans l'action, ni la continuité des activités. L'analyse des recherches-actions montre ainsi un écart structurant entre deux niveaux de réalité. D'une part, une communauté déclarée qui existe dans les discours et les réunions. D'autre part, une communauté effective qui se manifeste dans l'activité quotidienne à travers des actions concrètes et répétées. Ce passage de l'un à l'autre constitue un moment critique dans la mise en œuvre du commun. Transformer une participation formelle en engagement réel suppose un travail explicite de distribution des rôles. Il ne s'agit pas simplement de demander aux acteurs de participer, mais de définir précisément qui fait quoi, à quel moment, avec quels moyens et dans quelles conditions. Cette distribution doit être à la fois claire, réaliste et ajustée aux contraintes de chacun. Dans les situations les plus stabilisées, on observe une structuration progressive des rôles autour de plusieurs catégories d'acteurs. Du côté des élèves, l'engagement prend souvent la forme de responsabilités concrètes liées au fonctionnement du jardin. Certains élèves peuvent être chargés de l'arrosage quotidien selon un planning établi, d'autres de l'entretien des parcelles, comme le désherbage ou la surveillance des cultures, d'autres encore de la gestion du matériel, notamment le rangement des outils et la vérification de leur état. Dans certaines écoles, des rôles plus élaborés apparaissent, comme celui de responsable de parcelle ou de coordinateur d'équipe, qui implique une capacité à organiser le travail d'autres élèves. Ce type de responsabilisation contribue directement à la formation citoyenne, en donnant aux élèves des occasions d'exercer des fonctions de régulation et de coopération. Du côté des enseignants, les rôles ne se limitent pas à l'encadrement pédagogique. Certains prennent en charge la planification des activités, comme l'élaboration du calendrier des semis ou l'organisation des temps de travail. D'autres assurent le lien avec les apprentissages disciplinaires, en intégrant le jardin dans les cours de sciences, de mathématiques ou d'éducation civique. D'autres encore peuvent jouer un rôle de coordination générale, en veillant à la cohérence du dispositif et à la circulation de l'information entre les différents acteurs. Il est important de noter que ces rôles ne sont pas nécessairement équivalents en termes de charge ou de visibilité, ce qui nécessite un travail d'ajustement pour éviter les déséquilibres. Les parents, quant à eux, constituent souvent un point de tension. Leur participation est fréquemment souhaitée, mais reste difficile à stabiliser. Lorsque des rôles concrets leur sont proposés, leur engagement devient plus effectif. Par exemple, certains parents peuvent intervenir ponctuellement pour préparer le terrain,
par des actions de défrichage ou de mise en place de clôtures, d'autres pour transmettre des savoir-faire agricoles spécifiques, tels que le choix des cultures ou les techniques de plantation, d'autres encore pour participer à des moments clés comme la récolte ou la redistribution des produits. Dans certaines situations, des parents prennent en charge des fonctions de veille ou de sécurisation du jardin en dehors du temps scolaire. L'enjeu est ici de proposer des formes d'engagement compatibles avec leurs contraintes, notamment professionnelles et familiales. Au niveau de la direction de l'école, le rôle consiste souvent à créer les conditions de possibilité du commun. Cela peut passer par l'inscription du jardin dans le projet d'école, la mobilisation de partenaires locaux, la gestion des ressources matérielles ou encore la régulation des tensions entre acteurs. Le directeur ou la directrice joue alors un rôle d'articulation entre les différentes dimensions du projet. Enfin, dans certains cas, des acteurs extérieurs interviennent de manière ponctuelle ou régulière, tels que des agents municipaux, des agriculteurs locaux ou des associations. Leur contribution peut être déterminante, à condition qu'elle soit intégrée dans une logique de complémentarité et non de substitution aux acteurs internes. Ce qui apparaît de manière particulièrement significative, c'est que ces rôles ne sont jamais fixés une fois pour toutes. Ils évoluent dans le temps, en fonction des apprentissages, des disponibilités et des aléas. Un élève peut par exemple passer d'un rôle d'exécutant à un rôle de coordination. Un enseignant peut se désengager temporairement en raison d'autres contraintes, tandis qu'un parent peut s'impliquer davantage à certaines périodes de l'année. Cette dimension évolutive est constitutive du fonctionnement du commun. Ainsi, la construction d'une communauté engagée repose sur un double mouvement. D'une part, une explicitation progressive des rôles qui permet de rendre l'action collective lisible et opératoire. D'autre part, une capacité d'ajustement permanent qui permet de tenir compte des réalités du terrain. C'est dans cette articulation entre structuration et flexibilité que se construit une communauté réellement active, capable de faire vivre le jardin scolaire comme un commun durable. Dans les jardins scolaires observés, les règles ne préexistent pas. Elles émergent dans l'action, sont testées, ajustées et reformulées. Cette dimension expérimentale est constitutive du commun. Toutefois, un enjeu majeur réside dans leur explicitation et leur traçabilité. Sans cela, la transmission et la régulation restent fragiles. Le développement d'une capacité collective à formaliser et discuter les règles constitue un levier essentiel de stabilisation. Les tensions observées ne doivent pas être interprétées comme des dysfonctionnements, mais comme des éléments constitutifs du processus. Désaccords, frustrations et divergences sont inévitables. Ce qui distingue les dynamiques de commun, c'est la manière dont ces tensions sont traitées. Lorsqu'elles deviennent des objets de discussion et d'apprentissage, elles renforcent la maturité du collectif. La pérennité constitue un enjeu central. Les jardins scolaires sont souvent portés initialement par quelques acteurs moteurs. Leur stabilisation suppose une redistribution des responsabilités, la formalisation de routines et la transmission des savoirs. Ce passage du projet à l'institution marque un seuil critique, le moment où le commun devient une composante durable du fonctionnement de l'école. Les travaux en cours ouvrent des perspectives de développement à l'échelle systémique. En particulier, l'articulation avec des dispositifs comme ceux du Programme alimentaire mondial apparaît stratégique. Le lien entre jardin scolaire, cantine et production locale permet d'inscrire ces communs dans une logique de développement territorial, associant enjeux éducatifs, nutritionnels et économiques. Cette perspective invite à penser les communs scolaires comme des leviers de transformation du système éducatif et non comme des initiatives isolées. Ces résultats intermédiaires invite à un déplacement du regard. Le jardin scolaire ne peut être compris comme un simple projet pédagogique. Il constitue un processus d'institution collective,
dans lequel se construisent simultanément une ressource, une communauté et des formes de gouvernance. L'enjeu de l'accompagnement n'est donc pas de prescrire des solutions, mais de soutenir les capacités d'analyse, de délibération et de régulation des acteurs. C'est dans cette perspective que les recherches et actions de Mme Gnassingbé et M. Yelick prennent toute leur portée stratégique.